C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Ségolène Royal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'ONG Désir d'avenir pour la planète et ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2007. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions du Rocher « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu ». Alors on y découvre dans cet ouvrage une Ségolène Royal beaucoup moins politique que d'habitude. Vous employez le mot amour à chaque page, quasiment, même plusieurs fois. Et il y a un extrait, par exemple, je vais en lire. « J'ai choisi en l'écrivant non pas d'accrocher l'amour à la rescousse de la politique, mais de placer la politique sous la protection de l'amour. Alors, ce serait pourquoi pour vous, quoi, la définition, en quelque sorte, de l'amour en politique? Parce que franchement, ce n'est pas le lieu où on attend de l'amour. C'est bien le problème. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, à la fois dans le monde dans lequel nous vivons, mais aussi dans la société française, hein, cette brutalité et cette cruauté. On peut dire les choses très simplement. Hein. Gouverner, c'est aimer. Et la politique, c'est soit aimer le pouvoir pour le pouvoir, soit aimer les gens qui vous ont confié le pouvoir. C'est pas la même chose. C'est une histoire d'amour universel, d'amour de ce que l'on fait, d'amour de. C'est une histoire d'envie de faire grandir le peuple que l'on a entre ses mains, dont on est dépositaire, dont on a l'honneur d'être dépositaire d'une parcelle de responsabilité politique, et c'est qu'il aille bien, c'est-à-dire c'est de refuser de gouverner par la peur et par la crainte, c'est de refuser toutes les formes de violence et de cruauté, et pour suivre effectivement ce texte auquel vous faisiez référence, c'est si on le prend mot à mot, on voit que ça décline exactement ce que serait la bonne politique. Le texte de Saint-Paul. Oui, c'est ça. Prendre patience, rendre service, ne pas jalouser, ne pas accepter l'injustice. C'est vrai qu'on en parlait, mais on était hors antenne. Donc peut-être il faut... Voilà. Attendez, je vais essayer de... Je crois que je l'ai noté. Me revient à l'esprit, donc vous dites en écrivant cela, me revient à l'esprit ce texte du Nouveau Testament. Oui. Cette ode à l'amour de Saint-Paul. L'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Et vous dites d'ailleurs que c'est le fil directeur de votre livre. Oui, c'est-à-dire j'ai commencé ce livre pendant le confinement. C'est pour ça que je commence par le récit des visites à ma maman qui était en EHPAD. Et je me suis surprise à faire des gestes, d'ailleurs, que j'avais jamais fait de ma vie. C'est-à-dire lui caresser les mains, lui dire que je l'aimais. Enfin, des choses qu'on ne disait pas tellement dans ma famille. On était assez pudiques sur les sentiments. Et quand le confinement est arrivé, j'ai ressenti viscéralement la souffrance des gens, la solitude. Alors, justement, vous parlez beaucoup de cette période au début du livre. Et j'ai l'impression que pour vous, on a atteint à ce moment-là une espèce de paroxysme de l'inhumanité en politique. Exactement. Et je me suis demandé, au bout de 30 ans de vie politique, comment est-ce que, à la fois le peuple français et d'autres avaient accepté de subir ce joug d'une forme de cruauté et d'inhumanité, et pourquoi aujourd'hui cet effondrement des tendresses explique, je pense, l'effondrement du lien de confiance entre les citoyens. Et au fur et à mesure de cette réflexion, m'est venu ce souvenir de ce texte qui est aussi une philosophie universelle. Et quand le texte que vous venez de lire, si vous remplacez l'amour par la politique, vous voyez exactement ce qui manque à la politique. Vous voyez, l'amour prend patience, la politique doit prendre patience, or elle est devenue frénétique. Et donc je prends chapitre par chapitre chacune de ces affirmations pour montrer comment la politique est en déficit de bienveillance, est en déficit de volonté de faire progresser, de faire avancer. Mais vous, est-ce que vous l'avez été bienveillante pendant votre carrière politique? Parce que vous dites l'amour, la générosité, l'altruisme, l'effacement de soi ont manifestement disparu. L'effacement de soi, ce n'est pas toujours le sentiment que vous avez donné sur l'effacement de soi dans la politique. Pardon, hein, au contraire, toutes les questions sont bonnes à venir. Est-ce que c'est parce que vous mûrissez, parce que vous prenez de l'âge, même si vous n'en avez pas l'air physiquement, mais l'effacement de soi, si, je pense que vous avez rarement été effacée, Ségolène Royal. Je me suis toujours effacée, c'est-à-dire mon offensive politique, c'était pour l'action.
pour faire avancer des projets, pour faire avancer l'écologie, pour ratifier l'accord de Paris, pour créer le congé de paternité, pour gérer une région, en faire l'excellence environnementale. C'est-à-dire que mon offensive politique, elle a toujours été au profit d'actions qui faisaient avancer, progresser, qui entraînaient, qui enthousiasmaient les gens, qui donnaient un horizon, qui donnaient une perspective. Or, aujourd'hui, et je ne pensais pas que ce livre, finalement, aurait autant d'écho par rapport à ce que nous vivons, puisque c'était avant la crise sociale et avant les manifestations sur la retraite. On est gouverné quand même par la peur, on est gouverné par la punition, on est gouverné par la répression policière, on est gouverné par l'incapacité d'écouter ce qui se passe. Vous voyez, quand 80% du peuple français dit... On va en parler des retraites. Oui. Alors, vous parlez de l'amour et vous parlez de la tendresse aussi. Bon, on pourrait distinguer. Et vous dites, je vous cite, l'effondrement de la politique est lié à l'effondrement des tendresses. Mais est-ce que la tendresse a jamais été au cœur des politiques publiques? Pas souvent. L'a-t-elle déjà été? De temps en temps. Moi, je pense, oui, je pense qu'un maire, par exemple, ou un élu local, qui fait attention aux habitants de son village ou de sa commune, oui, il peut y avoir des formes de tendresse en politique. Quand j'étais ministre de l'enseignement scolaire, je me suis occupée que j'ai lutté contre le bizutage ou contre les abus sexuels sur les enfants. Oui, il y a une forme de tendresse dans la politique. Alors, c'est peut-être plus facile à dire pour une femme politique, parce que c'est Pourtant, vrai vous avez rencontré la brutalité souvent. Et vous y avez répondu aussi parfois de la brutalité, forcément, non? Je ne crois pas avoir été ni violente, ni brutale, ni injuste, ni comment dirais-je, ni guidée par le goût du pouvoir. D'ailleurs, j'explique à un moment que c'est beaucoup plus difficile. Finalement, l'ego et comment dirais-je, la poussée de volonté et l'amour du pouvoir facilitent l'accès aux responsabilités, facilitent les campagnes électorales, facilitent les victoires électorales. Et c'est peut-être ce qui m'a manqué aussi à un moment, c'est-à-dire de ne pas suffisamment aimer le pouvoir pour le pouvoir, au point d'écraser les adversaires ou d'en dire du mal. C'est cela. Et ça, je pense que, vous voyez, c'est pas forcément homme-femme, mais il y a deux façons, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une relation avec le pouvoir. C'est soit aimer le pouvoir pour le pouvoir, une fois qu'on y est, finalement, être dans la désinvolture, dans le n'importe quoi, finalement, on y est, on a atteint son objectif, soit aimer ceux qui vous donnent le pouvoir. C'est pas pareil. Alors peut-être, oui, un mot sur cette brutalité, vous le disiez en filigrane. Vous dites que la réforme des retraites a été conduite avec cruauté. Vous avez d'ailleurs critiqué cette réforme dans la dédicace que vous avez écrite à Emmanuel Macron lorsque vous lui avez envoyé votre livre. Est-ce qu'il a, un, réagi, et deux, quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce qui se passe? Non, mais elle n'est pas du tout agressive, cette dédicace. Mais vous lui dites que vous espérez qu'il comprenne que sa réforme est brutale. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je dis aussi dans mon livre, j'écris pour comment dirais-je, pour éclairer les consciences, pour faire en sorte que ceux qui sont aux responsabilités puissent aussi comprendre un certain nombre de choses pour contribuer à ce que ça soit mieux compris. Et ce qui est incompréhensible, c'est que cette réforme ne soit pas encore retirée. Vous voyez, la France est défigurée, on souffre, il y a des manifestations, il y a une répression policière qui est insupportable et qui est vue dans le monde entier. Les gens se demandent ce qu'est la France, ce qu'elle est devenue. Et il y a un sentiment de déclin épouvantable aujourd'hui. Hier, je dédicaçais à Saumur et à La Baule, deux soirs de suite. Mais les gens dans l'intimité, vous savez, de la relation, quand vous signez un livre, ils se penchent vers vous et vous dites, mais que une personne sur deux, même davantage, on dit, mais que devient la France? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Pourquoi ce déclin? Vous voyez? Et alors, les dirigeants qui sont là... Mais le déclin, il est mondial, on va dire. Que ce soit le déclin des démocraties, que ce soit l'arrivée du populisme, que ce soit les guerres, la violence. La France est un pays très privilégié. Donc et donc l'abîmer, alors qu'on n'a aucune raison de l'abîmer, c'est quand même ahurissant. Comment est-ce qu'on peut être dirigeant d'un pays et être heureux de ce qui se passe? Si j'étais aux responsabilités, si j'étais président de la République, je vois ça, je serais extrêmement malheureux. Mais justement, la responsabilité n'est pas heureux. Je n'enverrai jamais la police réprimée sur la base d'ailleurs d'arrêtés illégaux et de frapper des gens dans la rue gratuitement. Alors on peut revenir dans un instant sur les violences de la police dans les cortèges, mais sur vous avez dit il y a longtemps que cette réforme aurait dû être retirée et vous dénoncez
dénoncez dans votre livre, enfin vous regrettez dans votre livre l'incapacité assez générale en politique à faire marche arrière. Oui. Et vous prenez votre exemple lorsque vous étiez ministre de l'écologie avec le mouvement des bonnets rouges face à l'écotaxe, à laquelle finalement vous avez renoncé. Pour vous, gouverner, c'est aussi justement savoir renoncer, bien sûr. savoir reculer. Mais bien sûr. Et je vais même vous dire quelque chose. Pour reculer, il faut avoir une certaine force politique. Et ceux qui ne reculent pas sont les pouvoirs faibles, paradoxalement. Le général de Gaulle a reculé, Jacques Chirac a reculé, tous les présidents. Margaret Thatcher n'a pas reculé, Schröder n'a pas reculé. Je pense que vu les dégâts qu'elle a créés dans son pays, puisqu'il y a eu un effondrement des protections sociales, il y a eu un effondrement des services publics. Bien sûr, après Margaret Thatcher, il a fallu réparer des choses. Il y a eu beaucoup de souffrances. Et justement, ce n'est pas une référence, puisque Margaret Thatcher, c'était de dire il n'y a pas d'alternative. Et comme je le dis dans mon livre, au contraire, il faut toujours dire la démocratie, c'est de toujours penser qu'il y a une alternative. Et si vous écoutez les hommes et les femmes qui ont quelque chose à dire, ils sont nombreux aujourd'hui dans la rue, les organisations syndicales sont nombreuses, les responsables politiques sont nombreux à dire mais il y a d'autres solutions à celle-ci. À ce moment-là, vous réajustez les choses. C'est comme quand vous éduquez des enfants. Oui, mais vous ne leur tapez pas sur la tête en lui disant on a dit une chose. C'était l'éducation d'autrefois. Mais alors, on a dit une chose, on va te taper sur la figure jusqu'à ce que tu obéisses. On ne fait pas ça, ces enfants, sinon on les casse, on les brutalise. Et là, on subit ça, finalement, du pouvoir. Et donc, si vous faites subir à une nation, à un pays, cette cruauté, cette intransigeance, cette violence, vous ne pouvez pas élever un peuple et le rendre heureux. Alors, Ségolène Royal, c'est vrai que peut-être l'exemple de Margaret Thatcher n'est peut-être pas tellement le bon, mais par exemple, en Allemagne, sur les réformes Hartz pratiquées par Schröder, a mis quand même l'Allemagne sur les rails. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je vous pose la question si parfois les réformes sont nécessaires et contre le peuple, même si le peuple est rétif, et on sait que les Français le sont. Alors, ce n'est pas une prise de parti de ma part, c'est juste une question. Une question qui, voilà, est-ce qu'un jour on pourra rendre gré sur une réforme qui a peut-être remis le système? J'en sais rien. C'est une question. Vous savez, en Allemagne, il y a une misère des personnes âgées que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le modèle français? Non. Pourquoi est-ce que la France, au contraire, et je pense que tous les travailleurs de toute l'Europe regardent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en France, parce qu'eux n'ont peut-être pas eu la force de résister et de défendre leur modèle social, qui n'est absolument pas déficitaire. La seule logique de la réforme des retraites, c'est la privatisation. C'est faire peur aux gens, parce qu'il y a 300 milliards, il y a un pactole de 300 milliards, et comme disait François Mitterrand, les comptables et les financiers ont remplacé les humanistes. Mais il faut résister par rapport à ça. C'est sur l'Europe où il disait ça. Oui, c'est ça. Et la France, elle avait... justement, c'est l'Europe qui exige, où on croit que l'Europe exige... Non, mais elle n'exige pas. Alors qu'elle ne l'exige pas, parce que l'Europe a aussi un volet social qui n'est pas aussi puissant que le volet budgétaire. Mais il n'y a aucune raison de laisser... C'est en Allemagne qu'on avait vu il y a quelques années mettre en place des enchères à l'envers pour des offres d'emploi. Celui qui acceptait le travail au plus bas salaire était sélectionné. Mais je voudrais c'est pas un modèle. Hein, non, mais bien entendu. Je voudrais qu'on revienne un instant, Ségolène Royal, rapidement, avant de parler de l'Ukraine, en effet. Mais rapidement, vous avez dit que la répression policière était regardée dans le monde entier. Oui. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, face aux manifestations, il y a un usage disproportionné de la force? Ah bah oui. Parce qu'il y a même l'observateur de l'ONU qui l'a dit. C'est invraisemblable. C'est une souffrance de voir ça. Et vous savez que quand les fameuses scènes que l'on voit sur les réseaux sociaux où la police frappe à coups de bâton des jeunes qui sont dans la rue, qui déambulent tranquillement, sur la base d'un arrêté qui dit les rassemblements nocturnes sont interdits, que le juge vient de suspendre, si vous dites... C'est pas les policiers qui sont responsables, c'est ceux qui leur donnent des ordres. Si vous dites aux policiers, les manifestations sont interdites, donc vous devez les disperser, et puis vous devez obtenir un résultat, mais il se passe cela. Donc vous avez leur dites même critique sur Sainte-Soline, par exemple? J'ai la même critique sur Sainte-Soline. Sainte-Soline, je connais bien, c'est ma région, Poitou-Charentes. C'était ma circonscription. Sainte-Soline, moi j'ai refusé de financer les bassines. J'ai refusé en tant que ministre de l'Environnement et en tant que présidente de région de financer ces bassines. C'est un système absurde. Et donc, ceux qui ont remis ces bassines en 2018, la députée qui m'a succédé et le ministre qui m'ont succédé, et le président de région qui m'ont succédé, en finançant un système absurde d'aller pomper des nappes phréatiques pour mettre de l'eau dans des trous de béton, l'eau qui va d'ailleurs s'évaporer au soleil. Après, il faut des tuyaux pour arroser, mais c'est invraisemblable. Donc, et c'est comme pour c'est la même situation qu'à Sivins, où Rémi Fraisse a été tué par une grenade de gendarmerie.
alors que le barrage d'irrigation était illégal. Pardonnez-moi, mais je voudrais juste vous parler de l'Ukraine. Il y a quelques mois, vous avez remis en cause le bombardement de la maternité de Mariupol qui avait été bombardée par les Russes. Ne revenons pas des schémas. Non, mais vous avez déclaré. Si, je suis un peu obligée de vous poser la question. Non, ne dites pas ça parce que oui, mais alors, après, ne vous avez dit pas ma pensée ni ma déclaration. Et vous aviez dit que le président Zelensky utilisait la propagande de guerre pour empêcher le processus de paix. J'ai généralisé, c'est-à-dire voilà. toute guerre, il y a des propagandes de guerre. D'ailleurs, tout le monde. Mais vous êtes toujours sur cette ligne-là. Mais je veux pas revenir là-dessus parce qu'on a déformé ma parole pour me faire une parole anti-Ukraine, ce que je n'ai jamais fait. Bien évidemment, j'ai même dit, comment se fait-il, alors que cette guerre dure depuis 2014, que l'Europe n'ait pas eu la force et la puissance de déployer des casques bleus pour empêcher l'agression de la Russie. Ça c'est un vrai sujet. Parce que la Russie est une armée très puissante et qui a une force nucléaire. Mais pourquoi c'est pas une mince affaire de déployer des casques bleus dans une affaire comme celle-là. C'est pas. Mais Ségolène Royal, pour que les choses soient claires, vous ne diriez pas que le président Zelensky est un obstacle à la paix? Ah non. Parce que c'est ce qui a pu être compris de vos déclarations de septembre dernier. J'ai même dit à un moment que la paix ne peut pas se faire sans qu'il y ait une volonté de l'Ukraine de la faire, et à condition que les conditions de cette paix, elle viendra un jour, la paix. Elle viendra un jour, il faut l'espérer. Mais aujourd'hui, le martyr du peuple ukrainien, parce qu'on ne le voit pas. Qui a les clés aujourd'hui? Qui a les clés de ce conflit aujourd'hui? Je pense que c'est le Conseil... alors en plus, il y a le Conseil de sécurité de l'ONU. Je ne trouverais pas ça un peu scandaleux, le Conseil de sécurité de l'ONU, présidé par la Russie aujourd'hui, et personne n'a rien dit. Emmanuel Macron est en Chine. Il va s'entretenir. Enfin, il sera demain en Chine. On laisse la Russie présider le Conseil de sécurité de l'ONU. On a déjà vu de nombreuses aberrations à l'ONU. Et tous ceux qui, alors, on n'entend plus personne. On n'entend personne protester. Et moi, je proteste contre cela. C'est dire à quel point ma pensée est claire par rapport à cela. Qu'est-ce que doit dire Emmanuel Macron à Xi Jinping, le président chinois, qu'il va rencontrer dès demain? Il faut que tous les membres du Conseil de sécurité de l'ONU trouvent une solution de paix. C'est évident. Il y a une responsabilité à l'égard de l'humanité, et pas seulement dans cette guerre. D'ailleurs, il y a d'autres guerres à l'échelle de la planète. On s'occupe de celle-ci parce qu'elle est proche de nous et qu'on en subit les conséquences. Mais vous voyez, la question de la course au surarmement qui reprend, il y a la question du désarmement aussi à reposer sur la table. Donc la question, et aujourd'hui, il n'y a pas de lieu de médiation. Ça, je le dis depuis des mois. Donc c'est ça aussi qu'on n'a pas aimé dans ce que je dis, dans ce que j'ai dit. Mais il y a un lieu de médiation pour que la guerre s'arrête. Et je pense que le président Zelensky a envie de cette paix aussi. Merci Ségolène Royal. Merci beaucoup. Merci Ségolène Royal. Merci Frédéric. Donc je rappelle le titre de votre livre, Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu.